Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le studio Orange des sommets du digital. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SOMDIG18TV, SOMDIG18TV. Alors j'ai l'immense plaisir d'être en plateau avec Philippe Schmitt, qui est donc Chief Transformation Officer chez Prisma Media, Anne Dekerckhove, qui est donc CEO de Iron Group, et Robin Duhallet, qui est président de VK France. Tout est OK ? Bienvenue, merci d'être avec moi sur ce plateau. On va aujourd'hui parler de l'abonnement. La première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par abonnement et quel type d'entreprise ça concerne et en quoi vos groupes, vos entreprises sont concernés. Philippe ? Écoutez, l'abonnement, en fait, c'est donc l'engagement payant, notamment de nos abonnés du magazine print. Pour un groupe média, donc très important parce que c'est la colonne vertébrale à la fois de notre diffusion, mais surtout de notre projet data. Et on y revient parce qu'en fait, l'abonnement, donc l'engagement sur la durée, est un puits d'informations et surtout une richesse dans une relation client. Anne, en quoi ça vous concerne l'abonnement ? Alors l'abonnement chez nous, c'est le modèle dans lequel on investit, que ce soit du B2B ou du B2C. Et en fait, ce qu'il faut vraiment se concentrer sur l'abonnement, c'est la récurrence, la connaissance client dans le temps. C'est de permettre d'avoir une relation en continu et de comprendre le client tout au long de son historique avec vous. On va y revenir. Robin ? Et pour le groupe VK France, qui est historiquement un groupe d'édition, l'abonnement s'est installé dès le début parce que nous développons des produits sur... On a un piquet de neige. Parce que on est à la montagne. Je continue comme si tu n'étais pas là. Les aléas du direct avec PPC, avoir un iceberg au milieu du plateau. C'est des likes, voilà. Faites des likes, des logs. En plus, il bouge. Et en plus, il bouge. Ça, c'est un iceberg vivant. Ça fond, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sait absolument pas quoi en faire maintenant. Donc on va le laisser là et puis on va voir l'évolution de l'iceberg. Voilà, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Donc on va essayer de continuer avec les aléas du direct. On a des produits d'information réglementaire, juridique, technique, qui ont une vocation à bouger beaucoup. Et donc l'abonnement permet de faire entrer une relation client dans la durée où on fournit l'ensemble des mises à jour quand c'est nécessaire. Je vous ai écouté malgré cet incident. J'ai l'impression. Dans un monde où plus personne ne veut s'engager, comment est-ce que l'abonnement rebat les cartes ? Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'en effet, on est plutôt dans les choses en instantané. On abandonne quelque chose 2 minutes après l'avoir découvert. Mais en fait, il y a une autre tendance qui est je vais m'investir si j'y retrouve vraiment de la valeur. Et il y a des acteurs comme Netflix qui ont vraiment montré aux consommateurs que cet engagement permettait une expérience unique et vraiment personnalisée. Et c'est là où on a réussi à renverser la balance de je touche à tout, ce qu'on fait encore, mais on va choisir quelques marques seulement avec qui on va avoir une vraie relation privilégiée. Moi, je suis pas complètement convaincu que l'abonnement soit quelque chose qui soit mis de côté par les consommateurs. Hein. On est dans une période où plus ça va, plus les sociétés proposent des services sur abonnement. Et c'est pas étonnant parce que pour le consommateur, quels avantages en fait, à l'abonnement ? Le principal avantage pour les consommateurs, c'est quand même qu'ils peuvent prévoir et anticiper leurs dépenses. Voilà. Pour les entreprises, c'est d'autres thématiques, mais si on prend le commercial, c'est rentrer dans une relation de confiance avec le consommateur, c'est avoir des bases de données ultra qualifiées, et puis c'est avoir une relation dans la durée qui est ce que toute entreprise recherche. Et puis après, si on va du côté financier pour les entreprises, il y a un avantage énorme, c'est que c'est de voir venir un petit peu c'est déjà des flux de trésorerie qui sont anticipés, c'est un BFR qui est super bas et même négatif, et puis on a des risques d'impayés qui sont pratiquement nuls par rapport à de l'achat à l'acte. Et je pense qu'il y a une maturité de l'Internet qui est arrivée du fait de l'achat à l'acte qui est maintenant une commodité. Et on se dirige vers des business models qui sont plus engageants pour le client. Et pour autant, il y a encore des gens qui sont sceptiques face à l'abonnement, notamment dans les médias, parce que c'est loin d'être simple pour les médias. Comment est-ce que Prisma gère l'abonnement ? Est-ce que vous arrivez à rentrer dans vos clous ? Écoutez, pour l'entreprise, évidemment, les avantages de l'abonnement sont évidents, pour les raisons bien évoquées. Et pour nous, en fait, il y a donc cette partie-là. Et en plus, l'abonnement est pour nous vraiment la colonne vertébrale d'une stratégie data. C'est-à-dire de connaître de mieux en mieux nos clients et leur proposer des expériences augmentées, des contenus plus en plus personnalisés pour justement les chouchouter dans tous les sens du terme. Parce qu'un abonné
est votre client le plus cher dans tous les sens du terme. Donc vous avez un intérêt à bien le préserver, à bien le traiter, à le connaître et à le reconnaître. Et l'abonnement aussi, je l'élargis un petit peu, il peut y avoir aussi des systèmes d'abonnement qui ne sont pas purement financiers, mais qui sont plutôt des data walls, pas forcément juste un paywall. Ça veut dire quelqu'un qui passe... C'est quoi un data wall? Un data wall, c'est quelqu'un qui passe du temps avec vous et qui se fait reconnaître. Aujourd'hui, les gens sont parfaitement conscients que leur data a une valeur. Donc le fait de dire que je m'appelle Philippe Schmitt, je suis chez vous et je partage mes données personnelles avec vous a parfaitement une valeur. Donc il n'y a pas seulement le paiement qui a... Et concrètement, quelles sont les offres sur un data wall? Alors par exemple chez nous, Prisma Media, on a un enjeu colossal qui est en fait de transformer nos audiences donc cookifiées, donc plutôt des surfeurs anonymes sur nos sites, en fait en data logué, en profil logué. Et pour y parvenir, en fait, il faut leur proposer des raisons de le faire, pour partager leur data avec nous. Et pour cela, on invente en fait des services additionnels qui peuvent être par exemple des notifications. Si vous voulez suivre votre personnalité préférée, justement sur Gala, etc., vous serez reconnu sur n'importe quel site Prisma et on va vous pousser les contenus qui correspondent à cet acteur. Autre exemple, sur un programme télé, de Téléloisirs, il est évident que le programme télé de Philippe est un autre du vôtre, etc., etc. Et donc l'abonnement, en fait, au sens de data wall, prend beaucoup de valeur pour le consommateur, selon l'exemple de Netflix, parce qu'on se sent connu, reconnu, et on vient de plus en plus souvent, donc, la relation à la fois rationnelle et émotionnelle avec la marque. C'est ce que vous appeliez l'expérience augmentée. Exactement. Et ça, c'était une vraie transformation. L'abonnement existe depuis des années. Votre box à la maison, c'était une forme d'abonnement. Votre téléphone. Et ce qui était intéressant, c'est que quand vous appeliez le service client, parce que c'était trop cher et que vous vouliez vous désabonner, c'était à peu près la seule relation où on vous disait « Ah non, pars pas. En fait, on voudrait vraiment te garder, on va t'offrir quelque chose un peu moins cher. » Maintenant, les boîtes ont transformé, elles savent qu'elles doivent créer cette surprise, ce plaisir, cet engagement au quotidien. C'est un virage à 180 degrés, parce que là, on a de la data, donc on peut customiser, tous les anticiper. jours, il faut surprendre ton consommateur, parce que c'est pas une acquisition qui est donnée. L'abonné peut se désabonner à n'importe quel moment. Et donc, il faut garder cet engagement et vraiment donner de la valeur. Et le critère confiance, je pense que le critère principal, c'est qu'on s'engage dans une relation de confiance, dans la durée. Et donc, c'est naturellement important pour le consommateur qu'il puisse être reconnu quand il utilise les services. Et pour l'entreprise, c'est un média parfait pour faire de l'upselling. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on entre dans cette relation de confiance, l'utilisateur est prêt à écouter les offres qu'on a à lui proposer parce qu'il est engagé et parce qu'il pense qu'on propose les meilleurs services. Et en même temps, ça demande un certain niveau d'exigence, j'imagine, parce que pour que les gens restent et ne se désabonnent pas, il faut quand même continuer à avoir une forte valeur ajoutée. Il faut avoir de la qualité. Il faut avoir de la qualité et puis des offres qui permettent de maintenir le client. Et de la créativité. Et de la créativité. Parce qu'il y a un côté où on s'use au bout d'un moment sur le service. Donc la créativité doit être constante dans un service d'abonnement. Et dans un monde de plateformisation, en fait, la plupart des marques risquent de se faire désintermédier. Et donc, il est très important pour l'avenir de n'importe quelle marque et l'entreprise d'avoir un rapport direct avec ses consommateurs. Pas seulement parce qu'en fait, du coup, elles lèvent beaucoup plus d'intelligence qu'ils attendent, etc. Pas seulement parce que c'est financièrement intéressant, mais parce qu'elles seront de moins en moins dépendantes d'autres plateformes qui se sont glissées entre la marque et ses clients. Et ça, c'est vraiment vital. La relation est beaucoup plus directe. Complètement. Donc beaucoup moins risquée. Beaucoup moins risquée. Et alors, est-ce que les grands groupes se posent la question de passer à l'abonnement et est-ce qu'il y a des freins ? Alors, ils se posent beaucoup de questions. C'est un modèle qui est très attractif, donc tous les grands groupes voudraient en faire partie. Mais ils se posent beaucoup trop de questions parfois. Ils se concentrent sur les conflits qu'il peut y avoir de distribution versus le retail, versus l'en ligne. Et en fait, ils ne se concentrent pas sur la vraie chose qui est la valeur, la relation client. Et s'ils se focalisaient que là-dessus, en fait, le modèle d'abonnement viendrait de façon beaucoup plus naturelle. Et c'est l'enjeu qu'il faut faire, c'est vraiment réfléchir, mettre le consommateur au centre du débat, et après l'abonnement vient par lui-même. Et comme tu l'as dit, ces grands groupes ont plutôt une culture du retail ou de l'abonnement ou de l'achat one shot, et passer sur un modèle d'abonnement, c'est quelque part faire de l'ombre à l'achat one shot. C'est ça. Bon, maintenant, je pense que c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond. On est passé d'un Internet transactionnel où on achetait unité par unité à un Internet qui, parce qu'on est rentré dans une relation de confiance aussi avec l'Internet, c'est-à-dire que maintenant, acheter sur Internet, c'est devenu une commodité. L'étape suivante, c'est de savoir si on va pouvoir rentrer dans cette relation avec le distributeur sur
une offre qui se renouvelle tous les mois, toutes les semaines. Et cette relation de confiance dont vous parlez depuis le début, est-ce qu'elle est évidente ou est-ce qu'elle se travaille? Est-ce qu'on fait confiance d'emblée à une marque qu'on ne connaît pas encore? Et comment elle se travaille? Elle se travaille. D'ailleurs, typiquement en abonnement, vous allez avoir une période d'essai. Et après, il y aura une période en effet d'upsell. Vous allez prendre l'offre de base. Parfois l'offre gratuite, et puis après, une fois que vous êtes convaincu de la valeur, vous allez passer au premium. C'est le modèle typique, c'est on passe du freemium au premium et après on continue à s'enrichir dans les services. Est-ce qu'on a des chiffres sur les taux de conversion? Il y en a beaucoup, en fait, mais ils sont très variables, en fait, de Ça service dépend en service. totalement du service. Et c'est ça qu'il faut vraiment travailler, c'est ce taux de conversion. Mais l'essai, c'est une chose naturelle. Il ne faut pas, en effet, s'attendre à rentrer dans une relation sans avoir eu le temps de se connaître. Voilà. Est-ce que l'abonnement, il est aussi évident dans les médias? Ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué dans les médias. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué? C'est pas dans les usages encore de payer pour avoir accès à l'information, à des documentaires? En fait, en print, si, parce qu'un tiers, par exemple, de notre chiffre d'affaires diffusion print vient de l'abonnement. Et il est en croissance, à l'opposition de la vente au numéro kiosque, qui est en fait en baisse structurelle, en France en tout cas. Et donc, oui, mais... Donc l'abonnement papier ou l'abonnement web? papier, Okay. exactement. Okay. Donc le challenge à craquer, c'est en fait de massifier, de scaler un abonnement digital. Parce qu'en fait, le digital nous a appris que l'information est partout, elle est gratuite. Donc, il est très important pour les groupes médias d'installer des nouveaux business models B2C, donc de vendre des contenus, des services, du coaching, et ça, les gens des ne sont pas forcément encore prêts à payer pour avoir accès à de l'information, du contenu en ligne, puisqu'il y a déjà une pléthore d'offres considérable. Mais une des réponses, c'est une époque un peu révolue. On a effectivement tous souffert en groupe média ou d'information par cet Internet gratuit. Maintenant, je pense que les gens ont fait la part des choses entre ce qu'ils pouvaient trouver gratuitement sur Internet et le service à valeur ajoutée qu'ils avaient quand ils payaient. Est-ce que c'est le cas de tous les papiers? On voit Le Monde, on voit Libération, etc. Est-ce qu'ils arrivent à amener les gens en ligne et à les faire payer? En B2C, je ne sais pas. Je vais laisser notre ami répondre de Prisma. En B2B, je pense que c'est une évidence que maintenant le consommateur a réussi à faire la part des choses entre la qualité du contenu gratuit et la qualité du contenu payant. Et il se Mais trompe parce que plus. c'est des secteurs de niche avec C'est des une secteurs très de forte niche, valeur enfin, ajoutée. verticaux, avec de l'information qui bouge de manière extrêmement Très rapide premium. et où on a besoin justement d'être informé en permanence. Et pour ça, à un moment donné, ça Et a puis un coût. L'information a un coût. La relation de confiance est évidente parce qu'il y a une telle qualité dans le contenu Exactement. qu'on sait ce qu'on va chercher. Mais même dans les médias classiques, on retourne à la valeur éditoriale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a tous essayé du gratuit. Et en fait, c'est du méli-mélo, c'est perdu dans la masse. Et de plus en plus, on recherche le côté éditorial. Après que la transition digitale sur l'ensemble des médias soit terminée, sans doute pas. Il y a encore des médias qui cherchent. Mais je pense que le consommateur a largement mûri. On est passé de cet Internet informationnel, où tout était gratuit, où tout était accessible. Mais c'était la vocation première d'Internet aussi, mettre à disposition la connaissance universelle à l'ensemble sur un business model de la publicité. C'est ce qui faisait tourner l'Internet encore il y a une dizaine d'années. Bon, on est en train d'en revenir. Le modèle de la publicité sur Internet est en train totalement de se transformer. Et il a fallu trouver d'autres sources de financement pour apporter cette information. Et le système de l'achat à l'acte ou de l'abonnement ensuite est devenu naturel. Il y a un C'est média, les nouveaux business models. il y a un média qui tire son épingle du jeu, qui est le New York Times. Il affiche une insolente santé en approchant 2,5 millions d'abonnés en ligne, soit une hausse de 59% en un an. C'est quand même un ovni dans le monde des médias. Quelle est leur stratégie? Ouais, je connais Qu'est-ce pas qui mal la marche? stratégie du New York Times. En fait, c'est la presse quotidienne est encore dans une situation bien plus difficile que la presse magazine, parce qu'en fait, elle est sur la même temporalité que le digital, tout simplement. Et du coup, le New York Times est en train d'opérer une mutation assez ingénieuse, qui est en fait de passer d'un modèle quotidien à un hebdomadaire. Donc la Sunday Edition du dimanche, donc en print, étant épais comme ça, avec beaucoup de suppléments publicitaires, parce que les gens ont le temps, est couplé en fait à un abonnement digital. Et en fait, le couplage des deux est moins cher que l'abonnement print only ou digital only. Donc en fait, ils sont en train de vraiment de muter vers un hebdomadaire de qualité du dimanche avec toute une offre digitale et surtout où ils ont été très très forts, ils ont vraiment disrupté, inventé des nouveaux formats narratifs en digital. Parce que, pour compléter ta réponse, en B2C et dans les médias, ce qui est très important, c'est de justement créer des privilèges, un sentiment d'être privilégié en tant qu'abonné. Et donc le couplage d'une, on va dire, expérience qui agrège des parties offline et online
et des contenus qui sont que réservés aux abonnés et peut-être des services qui sont que réservés aux abonnés sont vraiment les éléments de réponse dont il faut s'inspirer. Alors justement, le New York Times, 7 journalistes du New York Times ont publié un rapport l'année dernière qui s'intitulait Journalism that stands apart. Et d'après leur conclusion, l'avenir se trouve dans les abonnements payants, l'originalité des contenus, la diversité des formats narratifs, ainsi qu'un ton moins conventionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je ne peux que être d'accord avec ça. Après, c'est la réponse du New York Times. Je pense que chaque média, nous on l'a appris chez Prisma, doit trouver sa réponse par rapport à une marque. Donc la réponse de Gala n'était pas la même de Capital, de Téléloisirs, de Femmes Actuelles. La plus grande difficulté, c'est que justement, il faut trouver la solution à l'échelle de chaque marque. Et donc, une réponse ne veut pas forcément servir tous les autres. Donc, il faut rester vraiment sur ses points de pied et justement être à la recherche de la solution. Anne. Tout à fait, mais une chose qui est claire, quand vous êtes dans un service d'abonnement, il y a une intimité qui se crée entre vous et le consommateur. Et en effet, donc, c'est spécifique à la marque. Tout à fait, mais le ton de voix doit être aussi personnalisé. On doit en effet se sentir privilégié. Et je pense que c'est pas forcément de changer de style éditorial, mais de vraiment refléter ce côté personnalisé et cette intimité de la relation. Alors Anne, justement, votre fonds d'investissement Iron Capital dispose de 10 millions d'euros à investir sur 5 ans dans des startups dont le business model est l'abonnement. Quels sont les critères, sur quels critères vous allez choisir ces startups ? Est-ce que vous en avez déjà enrôlé ? 18 startups, on fait du early stage, donc très très tôt. Alors fondamentalement, quand on regarde un projet très en amont, c'est d'abord l'équipe. Est-ce que l'équipe a la passion, l'énergie, le drive, la motivation de créer une transformation ? La deuxième chose chez nous, c'est en effet, est-ce que le business model tient la route ? Est-ce qu'on sent la valeur ajoutée ? Je pense que c'est clé. Et c'est là, on n'investit que si on sent ça, cette transformation, mais à valeur ajoutée, parce que la transformation pour la transformation, ça ne nous intéresse pas. Et finalement, est-ce qu'il y a un côté disrupteur qui va permettre de vraiment changer les choses et faire un gros pas en avant ? Nous, s'il y a ces 3 critères-là, on investit. Robin, quel est le volume d'abonnements que vous arrivez à traiter dans le groupe VK ? Alors, le groupe VK en France, c'est 5 sociétés, 3 sociétés d'édition, une société de formation et une société de services pour l'industrie chimique. On gère environ 50 000 abonnements par an avec différents business models d'abonnement. Ça peut être de l'abonnement au 1er janvier qui court sur toute l'année, ça peut être de l'abonnement date à date, donc 50 000 qui se répartissent tout au long de l'année. Maintenant, je reviens sur ma première intervention. L'intérêt pour nous, c'est quand même d'arriver à anticiper relativement facilement les flux de trésorerie et d'avoir un besoin en fonds de roulement qui est nul, dans le groupe VK négatif. Même. Alors, quel type de services sont derrière ces abonnements et quels sont les bénéfices ? Alors pour le groupe VK, on est un groupe d'information digitale professionnelle, donc on va retrouver de l'information juridique, de l'information technique, principalement avec de la mise à jour. On travaille sur le droit social avec les éditions Tissot. Le droit social en France, c'est une matière qui bouge de manière extrêmement rapide, donc on est vraiment sur la thématique qui permet de faire de l'abonnement. Tous les mois, il y a des nouvelles directives, il y a des nouvelles ordonnances, et tous les mois, les clients d'édition Tissot ont besoin de savoir ce qui a bougé. Pour édition VK, on est sur la réglementation des collectivités territoriales. Ça bouge aussi tous les jours. Et donc, on fournit ce système de mise à jour. Le système d'abonnement pour le groupe VK, excusez-moi, c'est la mise à jour d'informations réglementaires et techniques. Tous les 3, quels conseils est-ce que vous donneriez à des groupes qui hésitent encore à se lancer dans l'abonnement ? On parlait tout à l'heure des grands groupes qui se posent beaucoup de questions, mais s'ils devaient y aller, quels sont les first steps ? Le consommateur. Comprendre la valeur qu'on a par rapport au consommateur, comprendre quelle relation on doit avoir et se focaliser là-dessus. La proposition de valeur, oui. La proposition de valeur du service. Est-ce que vraiment, parce que je fais de l'abonnement, je vais apporter quelque chose de nouveau au client, ou en tout cas quelque chose qui va le maintenir dans la durée ? Et qu'est-ce que serait cette valeur ? La customisation, la recommandation, la relation privilégiée ? Parfois, c'est aussi la rassurance. Ça peut être le fait que, en fait, toi, quand tu updates tous les jours, ça veut dire que je suis sûre d'avoir la bonne information. Donc, c'est j'aide le client à faire bien son job. Exactement. Ça c'est pour de l'information, mais on voit des systèmes d'abonnement un petit peu qui sont en train de naître sur tous les domaines. Je lisais encore hier qu'il va y avoir des systèmes d'abonnement pour la médecine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'abonner pour avoir de la télémédecine.
médecine. Je vais payer 39 € par mois pour avoir un accès illimité à des médecins. Et ce qui est assez logique, parce que tu veux que ton médecin te connaisse dans le temps. Tu veux qu'il soit capable de suivre toute ta data. Mais quelle différence, par exemple, pour un médecin, entre aller voir son médecin quand on en a besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un abonnement pour le médecin? Ça fait un modèle récurrent de chiffre d'affaires. On ne va pas voir son médecin tous les mois. Par contre, peut-être que si j'ai un abonnement, je vais peut-être prendre mon téléphone dès que je commence à avoir mal à la gorge. Voilà. Et donc, on va rentrer dans cette relation permanente avec le fournisseur du service. Il y a peut-être deux approches qu'on peut séparer. L'un, c'est plutôt une approche de commodity goods. Ça veut dire comment je peux faciliter le quotidien de mes clients et les débarrasser en fait tout simplement d'une pensée qui revient régulièrement. Et je résous ce problème. Il y a beaucoup de valeur. Et la deuxième, c'est plutôt en fait, je rentre dans une relation de confiance et d'une love brand de patient où en fait chaque abonnement qui arrive, l'expérience crée chaque fois des émotions assez fortes ou par surprise ou par attachement à la marque. Donc je pense que les deux modèles en tête vont aider à avancer structurellement. Philippe Schmitt, Anne de Kerckhove, Robin Duhallet, merci infiniment à tous les trois. Restez connectés. On revient dans 10 minutes avec Charlotte Bricard qui nous parlera du client roi ou dictateur. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Top.